Vous êtes actuellement dans le journal sur TV+ Madagascar. Merci de rester avec nous jusqu'au terme de cette nouvelle édition, mesdames et messieurs. Voici les titres pour ce soir. Suite à l'affaire de l'anniversaire tragique d'Ambou Malaz qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, une nouvelle victime est venue allonger la liste des décès. Déborah, une jeune femme de 20 ans, est décédée ce matin à l'IMM, Institut médical de Madagascar. André Rajoelina, le président de la République, se rendra dans la région de Menabé les 5 et 6 septembre prochains. La restitution du crâne du roi Sakala Vatouir et ceux de ses deux chefs de guerre à Bello-sur-Tirbine sera l'un des événements forts de cette visite présidentielle. Certains grands électeurs seront privés de leur droit de voter si la date du 11 décembre est approuvée par le gouvernement, selon le secrétaire exécutif de la CENI ce jour, une situation dont la probabilité d'occurrence est élevée lors de chaque élection, a-t-il ajouté. Une trentaine de dirigeants participent jeudi à Paris à des discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos des garanties de sécurité qui seront apportées à Kiev en cas de cessez-le-feu avec la Russie, en espérant convaincre définitivement les États-Unis de soutenir ces démarches. Comme cela a été annoncé dans les titres, suite de l'affaire de l'anniversaire tragique d'Ambou Malaz qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, une nouvelle victime est venue allonger la liste des décès. Déborah, une jeune femme de 20 ans, est décédée ce matin à l'IMM, Institut médical de Madagascar. Selon le récit de sa sœur aînée, son état de santé s'était amélioré après sa sortie de l'hôpital, mais elle continuait à effectuer des suivis réguliers. Une soudaine aggravation de ses difficultés respiratoires a finalement entraîné sa mort. La présidence a confirmé que les familles touchées par ce drame ont été entièrement prises en charge et qu'il en sera de même pour l'organisation des funérailles et inhumation de Déborah dans le caveau familial. Les détails avec Gracia Njitouirne sur les images de Eric Ranefson. Le nombre de décès liés à la fête d'anniversaire d'Ambou Malaz s'élève désormais à 35. Parmi eux figurent désormais Déborah, 20 ans, élue Miss Analamang en 2023, qui avait pris part à cet événement tragique. Elle est décédée ce matin à l'hôpital privé IMM. Après avoir quitté l'établissement le 21 juillet dernier, ses proches affirmaient qu'elle allait mieux et reprenait une vie normale. Cependant, son état de santé est resté fragile, notamment en raison des complications survenues après sa trachéotomie. Elle allait bien et nous sortions ensemble, mais elle devait régulièrement retourner à l'hôpital car des complications apparaissent parfois, a confié sa sœur aînée, encore sous le choc. Pour mémoire, la présidence de la République avait annoncé une prise en charge à 100% des soins et de l'accompagnement des victimes de cette intoxication collective. Le directeur des affaires sociales auprès de la présidence a précisé que le couple présidentiel prendra également en main les funérailles et l'inhumation de Déborah. De leur côté, les médecins ont rappelé que, conformément à l'éthique, les dossiers médicaux et les pathologies des patients restent confidentiels, même après leur décès. Les proches de la défunte ont, quant à eux, exprimé publiquement leur reconnaissance envers les autorités et les établissements hospitaliers qui n'ont cessé d'apporter leur soutien depuis le drame. La vie appartient à Dieu et c'est lui seul qui décide, a déclaré sa sœur. Comme annoncé par la présidence de la République, André Rajoelina, le président de la République, se rendra dans la région de Menabé les 5 et 6 septembre prochains. La restitution du crâne du roi Sakala Vatouir et ceux de ses deux chefs de guerre à Bello-sur-Tirbine sera l'un des événements forts de cette visite présidentielle. Nicolas Rabé-Mananzar, vice-président du Sénat, sera également présent à la cérémonie. Le retour de ces crânes a une portée symbolique mémorielle majeure pour la population malagasse, notamment les Sakalaves, et pour l'État malagasse également. Comme à chacun de ces déplacements, André Rajoelina inaugurera plusieurs infrastructures de développement à Belou comme à Mourdave.
Les détails au micro de Fitia Vanadoni sur les images de Yves Rassata et Ikoutmine. Plus que quelques heures et les crânes du roi Touir et de ses chefs de guerre rejoindront leur terre natale après plus d'un siècle. En effet, demain, la cérémonie de restitution des crânes au Kabessu se tiendra à Bello-sur-Tirbine. La cérémonie a une double signification, à la fois diplomatique et culturelle. Sur le plan symbolique, la cérémonie de restitution à Paris, en présence des ministres de la culture malagasy et français, symbolise une volonté commune de regarder l'histoire avec lucidité et d'ouvrir une nouvelle ère de coopération, et ce, conformément aux déclarations conjointes d'Andrazwil, président de la République de Madagascar, et d'Emmanuel Macron, président de la République française, lors de la visite d'État de ce dernier en avril 2025. Sur le plan culturel et spirituel, pour le peuple malagasy, ces cérémonies sont cruciales pour établir le lien sacré entre les vivants et leurs ancêtres. La restitution permet de clore un cycle mémoriel douloureux, de redonner au reste leur dignité et d'intégrer le crâne du roi au cycle cérémoniel et au culte des ancêtres royaux. L'identification du crâne du roi Touir a été un processus à la fois scientifique et rituel. C'est le président Andrazwil qui a fait la demande officielle de la restitution en 2020. La restitution a été rendue possible grâce à une nouvelle loi française de 2023 qui simplifie la restitution de restes humains conservés dans les collections publiques. Cette loi a permis de déroger au principe d'inaliénabilité et qui protégeait ces collections. Les crânes ont été accueillis à Madagascar avec de grands honneurs symboliques et rituels. Les reliques seront acheminées vers la ville d'Ambik où elles rejoindront le tombeau royal. La phase finale sera l'inhumation, permettant au reste de retrouver le corps du roi et son lieu de repos final. Le président Andrazwil sera à Bello-sur-Tirbine pour la cérémonie de restitution de ses reliques. Nicolas Rabé-Mananzach, vice-président du Sénat, sera également présent à la cérémonie. Comme à chacun de ses déplacements, Andrazwil inaugurera plusieurs infrastructures de développement à Bello, comme à Mourdaf. Il s'agit entre autres du tribunal de première instance de Bello ou encore de la zone de défense et de sécurité de Ménabé. Un tout autre sujet. Certains grands électeurs seront privés de leur droit de voter si la date du 11 décembre est approuvée par le gouvernement, selon le secrétaire exécutif de la CENI ce jour. Une situation dont la probabilité d'occurrence est élevée lors de chaque élection, a-t-il ajouté. Toutefois, la CENI ne fait que proposer la date des élections, mais la décision finale revient aux autorités compétentes, selon ses dires, face à l'avis favorable de la HCC sur la date du 11 décembre pour les sénatoriales. Si les autorités donnent leur feu vert pour cette date, tout le monde devra s'y conformer, d'après toujours ce secrétaire exécutif de la CENI, Anchala Larsou, Omega Nevzon. L'application du système de biométrisation de la liste électorale figure parmi les objectifs de la Commission électorale nationale actuellement, selon le rapport de son secrétaire exécutif. Par ailleurs, cette commission se penche également sur d'autres opérations telles que la réforme de la loi électorale après la tenue de 3 élections successives dans le pays dernièrement. L'atelier d'évaluation interne de la CENI centrale et de ses démembrements qui a eu lieu à Mahazang la semaine dernière a permis de mettre en lumière les failles et de faire part des risques auxquels les acteurs de cette commission avaient dû faire face durant ces 3 élections. Certains d'entre eux ont été victimes de menaces dont les détails n'ont pas été révélés par ce responsable au sein de la CENI. À ces propositions des démembrements de cette commission seront ajoutées celles des acteurs politiques que la CENI a reçus pour établir un document stratégique, base de la proposition de changement de la loi électorale à remettre entre les mains du gouvernement. Mais avant cela, des concertations provinciales suivies d'une concertation nationale auront lieu en vue de discuter ensemble de ces modifications et de ces propositions. En outre, face à l'avis favorable de la Haute Cour constitutionnelle concernant la date des sénatoriales proposée par la CENI, le secrétaire exécutif de cette commission a déclaré ce jour
que certains grands électeurs seront privés de leur droit de voter si cette date est approuvée par le gouvernement. Il a ajouté que la CENI ne fait que proposer la date, mais que la décision finale sur le moment opportun pendant lequel seront tenues les élections sénatoriales revient aux autorités compétentes. Les actualités à Mahanour. Un incident a ravagé 222 toits dans le Foktan de Saint-Van, dans le district de Mahanour. Actuellement, 595 personnes sont sans abri. Après cet incident, la cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue, mais selon les estimations des responsables sur place, les dégâts sont évalués à environ 80 millions d'ariari. Les habitants lancent un appel au gouvernement pour leur venir en aide, surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Des 222 toits dans le Foktan de Saint-Ivan du district de Mahanour suite à l'incendie qui s'est déclaré dans la soirée du 31 août au 1er septembre. Les maisons des habitants ont été complètement détruites, plusieurs effets vestimentaires, des provisions, des équipements de cuisine, ainsi que des fournitures scolaires ont été calcinées par le feu. Actuellement, 595 personnes se retrouvent sans abri après la tragédie. Selon ce père de famille représentant la population locale, il a tout perdu en un instant. Sa maison a été ravagée. Les fournitures scolaires de ses enfants sont détruites alors qu'il s'était apprêté pour la rentrée scolaire de la semaine prochaine. Dépassé par les événements, il lance un appel au gouvernement pour leur venir en aide. Saint-Ivan étant dans une zone plutôt enclavée, il est nécessaire de traverser une rivière pour rejoindre ce Foktan dans le district de Mahanour. Les premières aides comme du riz, des produits de première nécessité et des fournitures scolaires sont déjà arrivées sur place. Le député Manassou Donatang a apporté ces aides et a renforcé l'appel à la solidarité de tous pour aider les populations en difficulté suite à l'incendie qui a touché de nombreuses maisons. Les pertes dues à cet incendie sont estimées à environ 80 millions d'ariari. La cause exacte de l'incendie n'a pas encore été clairement identifiée. Et maintenant, les actualités internationales. Une trentaine de dirigeants participent jeudi à Paris à des discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos des garanties de sécurité qui seront apportées à Kiev en cas de cessez-le-feu avec la Russie, en espérant convaincre définitivement les États-Unis de soutenir ces démarches. Reportage de France 24. Plus de 500 drones la nuit dernière, mais c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement ces dernières semaines, avec un petit bas en août autour de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il y a eu un mort, un homme de 45 ans dans la région de Khmelnytsky, centre-ouest, et 5 blessés dans la région de Kirovograd, dans le centre, dont 4 travailleurs des chemins de fer, les chemins de fer qui sont de plus en plus souvent ciblés. Et sinon, c'est au moins 7 régions au total de l'Ukraine, 14 localités différentes qui ont été touchées par des drones et par des missiles aussi. Kiev a été relativement épargné. Les sirènes ont retenti et l'alerte est restée en place pendant quasiment toute la nuit. J'ai entendu au loin des explosions des défenses solaires, mais il n'y a pas eu de frappe sur la capitale elle-même. Mais on est bien conscient que la Russie est désormais en mesure de lancer des attaques de cette envergure 1 ou 2 fois par semaine. Alors il faut s'attendre à ce que ça continue. C'est la fin de cette édition en version française. Rejoignez-nous également tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. En attendant, très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar.